Je reprends, effectivement, c'est un ouvrage où un tiers est consacré à une théorisation des équations de degré inférieur ou égal à 2. On pourra revenir sur cette classification juste après. Et ensuite, les 2 tiers, pour j'ai envie de dire des fins utilitaires, mais entre guillemets, puisque ce sont des problèmes concrets, mais qu'on va plutôt appeler entre nous pseudo-concrets, vous expliquerez pourquoi. Est-ce que vous pourrez nous dire dans quel domaine d'application Al-Khawarizmi prend ces problèmes? Alors, grosso modo, le livre est bien structuré. Il commence d'abord par une quarantaine de problèmes qui sont vraiment des exercices, à la manière mésopotamienne. Et qui sont des exercices qui ne sont pas nécessairement concrets. Donc, voilà. Bon, il faut bien qu'ils aient un habillage concret, du style un salaire, ceci, cela, etc. Vous avez parfois des problèmes totalement abstraits, mais qu'on trouve aussi chez les Mésopotamiens, du style comment diviser 10 en 2 parties, telles que les 2 parties vérifient une certaine propriété qui donne une équation du premier degré ou du second degré. Enfin, selon notre langage. Bien. Et ça, ce sont des problèmes abstraits. Il n'y a pas de problème. Et puis, après les 40 problèmes, qui sont nécessaires, vous voyez, parce qu'il est aussi pédagogue, nécessaires pour assimiler la théorie d'avant, et ensuite, après avoir assimilé les techniques, ensuite, on va les adapter à des problèmes sur mesure. Alors, ces problèmes sont, grosso modo, 3 catégories. Des problèmes de transaction commerciale, des problèmes de salaire, des problèmes, concrètement, des problèmes d'arpentage, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a un chapitre sur la géométrie qui paraît comme un cheveu sur la soupe, là. Mais en fait, c'est parce qu'il a considéré que les gens avaient besoin de manipuler des surfaces, et donc il a voulu montrer qu'on peut le faire avec de l'algèbre. D'ailleurs, il n'a pas exagéré, parce qu'en fait, c'était artificiel, parce que beaucoup de problèmes de la géométrie de l'époque se faisaient soit avec du découpage, soit au pifomètre, comme ça, comme on dit, et que ce n'est pas la peine d'aller invoquer l'algèbre. Bon, il y a un exemple qu'il utilise, mais en fait, nous savons qu'il est déjà chez Héron d'Alexandrie, donc c'est plutôt un exemple, comme vous le dites, pseudo-concret, qui est comment inscrire un carré dans un triangle isocèle. Et c'est vrai qu'on peut le faire d'une manière arithmétique, on peut le faire d'une manière géométrique aussi, mais d'une manière algébrique, c'est beaucoup plus souple. Voilà. Son argument, ça sera la souplesse. Il ne le dit pas explicitement comme ça. Et puis, la 3e partie, qui est encore la plus importante dans la partie application. C'est la partie héritage, répartition des héritages. Alors là, ce n'est pas seulement des problèmes pseudo-concrets. Parce qu'il pose vraiment des problèmes de répartition des héritages tels qu'on les trouve dans les textes juridiques. Donc cette partie fortement liée à une tradition cultuelle et culturelle de la tradition islamique. Absolument. En fait, les héritages ont existé avant l'islam. Toutes les sociétés qui ont des surplus, comme on dit, en termes économiques, ont eu, pour leurs défunts, à répartir l'héritage du défunt. Ça, c'est clair. Et donc, on le répartit selon les règles de la société. Mais en dehors des règles de la société, parce que chaque société définit ses règles, par exemple, les frères, en Europe, pendant longtemps, c'était uniquement le droit d'aînesse, donc là, il n'y a plus d'héritage. Ou bien, à ce moment-là, c'est la fille qui a la moitié du garçon, ou bien le tiers du garçon, ou bien la belle-mère, elle a un tiers, ou un dixième, ou elle n'a rien du tout. Bien. À partir de là, chaque religion, ou chaque société a ses divisions, c'est pas fini. Ensuite, les choses sont tellement compliquées qu'il faut introduire des opérations. Ces opérations, pendant longtemps, étaient arithmétiques, et puis on a convaincu les utilisateurs que l'algèbre est un instrument plus efficace, plus efficient, plus, je sais pas moi, plus rapide, plus automatique. Peut-être que ce n'était pas vrai à 100%, mais vous savez, le rôle de la science, c'est aussi de convaincre les autres de son utilité. Et là, on n'en a pas parlé, mais toute l'idéologie de la science, les Arabes vont la cultiver d'une manière aussi redoutable que les Grecs. Beaucoup moins que les Chinois et les Indiens et les Mésopotamiens, qui eux étaient, d'après ce que nous savons, des praticiens, ils avaient des outils, ils les utilisaient, sans trop de discours. Là, les Arabes ont appris à être bavards comme les Grecs. Et donc, non seulement ils utilisent les outils des autres, ils les perfectionnent, mais ensuite, ils vont dire pourquoi ils sont bons. Ce qui est fort intéressant pour un historien des mathématiques comme vous. Absolument. Et là, c'est intéressant. Pourquoi ils sont bons et pourquoi les outils du voisin ne sont pas bons. Ça aussi, parce qu'il y a un élément de polémique. Bien. Et puis, il y a une hiérarchisation des outils et des disciplines. Bref, ça c'est juste une petite parenthèse. Et donc là, il y a des problèmes concrets, effectivement une bonne partie que l'on peut résoudre avec les méthodes anciennes. Bien, ce sont les mêmes types de problèmes. Et puis, il y a quand même des problèmes, en toute objectivité,
que l'on peut résoudre plus rapidement, plus souplement, si l'on maîtrise les nouveaux outils de l'algèbre. Et là se pose alors le problème de l'enseignement de l'algèbre. Et ça, c'est l'histoire de l'algèbre qui va commencer. Très bien. Alors, avant de commencer l'histoire de l'algèbre après Al-Khwarizmi, est-ce qu'on peut revenir sur les équations d'Al-Khwarizmi, sa classification? Oui. Et j'ai quand même une question, puisqu'on a parlé de la mathématique grecque, et notamment d'Euclide. Oui. Est-ce que, et vous avez dit que la géométrie, dès la naissance de l'algèbre, était présente dans les traités. Alors, sous quelle forme? Est-ce que Euclide était clairement nommé? Est-ce que les méthodes euclidiennes, hypothético-déductives, pour faire vite, étaient clairement nommées dans les traités arabes? Sous quelle forme? Là, je vais être iconoclaste. Hein. On n'a pas besoin d'Euclide. Au IXe siècle, en algèbre, on n'a pas encore besoin d'Euclide. En tout cas, quand on regarde la manière dont travaille Al-Khwarizmi pour établir d'une manière déductive la validité de l'algorithme, il fait de la démonstration, mais ce n'est pas parce qu'on fait de la démonstration qu'on est euclidien. Pardon, excusez-moi. C'est pas parce qu'on fait de la démonstration qu'on a pris les démonstrations de chez Euclide. D'accord. On peut être non euclidien, au sens mésopotamien. On peut être même euclidien, mais sans avoir utilisé Euclide directement. C'est-à-dire on peut lire Euclide et imiter Euclide, mais ne pas invoquer la proposition 5 du livre 2 des éléments d'Euclide. Donc sans faire de référence explicite. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous poser la question de savoir si Al-Khwarizmi connaît Euclide et plus précisément, est-ce qu'il a lu le texte d'Euclide? Alors, la première question, je sais répondre. La deuxième question, c'est délicat. Première question, il ne pouvait pas ne pas connaître Euclide. C'est une question de chronologie. La première traduction des éléments d'Euclide a eu lieu au dernier tiers du 8e siècle, du vivant de Haroun al-Rachid, qui a régné de 785 à 809. Nous le savons parce qu'elle est dédiée à ce calife. En supposant d'ailleurs qu'il faille négliger la première traduction qui aurait été faite à la demande d'Al-Mansour, qui est le grand-père de Haroun al-Rachid, qui a régné de 754 à 775. Mais comme on n'a trouvé aucune trace, donc les historiens ne la considèrent pas encore, pour le moment. Bien. Mais si on considère uniquement la deuxième, ou la première effective, faite par Al-Hajjaj, eh bien, le calife Haroun al-Rachid a régné de 785 à 809, Al-Khwarizmi est né en 780. C'est important. Il va avoir 20 ans, donc en 800. Et donc en 800, il a au moins connu la première version des éléments d'Euclide, traduction d'Al-Hajjaj. Mieux encore, nous savons que Al-Hajjaj va sévir une deuxième fois, parce qu'il y a eu le progrès des mathématiques, et il va faire une deuxième traduction des éléments d'Euclide qu'il va dédier à Al-Ma'moun, le fils de Haroun al-Rachid. À qui le calife pour lequel Al-Khwarizmi écrit son traité d'algèbre. Voilà, donc tout se tient. Oui, oui. Donc s'il a raté le coche la première fois, Al-Khwarizmi, il ne pouvait pas ignorer la traduction, la deuxième traduction. Et puis il est quand même à Bagdad, la capitale de l'Empire, le premier foyer scientifique. Il est même la maison de la sagesse. C'est ce que j'allais dire, voilà. Pardon. Donc il est même un élément, un pilier de la maison de la sagesse, qui est une institution officielle où il y a la fine fleur de la science. Il est impossible, inconcevable, qu'on ignore le contenu de la traduction des éléments d'Euclide. Bon, ça c'est une chose. Mais de là à utiliser Euclide immédiatement, surtout comme consommation, non pas dans des livres de très haut niveau théorique, mais dans un livre qui se prétend uniquement un manuel pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours, ça c'est autre chose. Alors, nous pensons maintenant que, connaissant les éléments d'Euclide, on peut supposer qu'il a pu être inspiré par le fait même qu'il y ait des démonstrations d'Euclide, par le fait même que, pour justifier une activité mathématique, il faut la justifier par la démonstration. Le rôle d'Euclide intervient indirectement comme cela. D'accord. C'est-à-dire qu'il a une idéologie de la démarche hypothético-déductive. Et dans ce sens, il a éprouvé le besoin que n'éprouvaient pas les autres calculateurs pendant longtemps, que n'éprouvaient pas, semble-t-il, beaucoup les Indiens et les Chinois,
enfin d'une manière essentielle du moins, même si on dit qu'ils avaient des traditions de démonstration, c'est des discussions de spécialistes, bien, eh bien, et lui, il a éprouvé le besoin dès le départ, alors que le calife ne lui demandait pas, de justifier par des démonstrations géométriques. Alors maintenant, il y a des soupçons aussi. C'est que dans les démonstrations qu'il va donner, en particulier pour justifier l'algorithme de l'équation numéro 4, il donne une première démonstration et une deuxième démonstration. La première démonstration n'a rien à voir avec les démonstrations d'Euclide qui sont dans le livre 2 et qui pourraient être liées à ce qu'on appelle un problème du second degré. C'est les propositions 5 et 6 du livre 2. Par contre, la deuxième, la figure ressemble étrangement à l'une des figures utilisées par Euclide. Mais sans que la démonstration soit une copie de celle d'Euclide. En tout cas, il ne se réfère pas à Euclide. On ne peut pas concevoir qu'il ait oublié de se référer à Euclide. On ne peut pas concevoir qu'il ait refusé par idéologie de se référer à Euclide. Ce sont des gens qui vénéraient la mathématique grecque. Donc il faut trouver une autre explication. C'est qu'en fait, il écrivait un livre qui, malgré l'aspect théorique, savait qu'il allait être utilisé pour ces deux autres parties par les utilisateurs de la vie de tous les jours. Et donc, il fallait leur donner, bien sûr, pour qu'il y ait un élément de science, des justifications, mais ce n'était pas nécessaire d'obliger les utilisateurs à aller avaler les éléments d'Euclide pour comprendre ce qu'il allait écrire. C'est une explication raisonnable, c'est une hypothèse raisonnable.